Les pays du BRICS peuvent-ils apporter, du moins contribuer au développement économique des États africains? On en parle alors dans le cadre de cette seconde partie de géopolitique internationale sur Afrique Média. Sébastien Périmoni, je vais commencer avec vous sur cette question. Le BRICS, alors on parle du Brésil, Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Est-ce que ce groupe représente encore une véritable puissance sur l'échiquier mondial? Pour moi, tout à fait. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été prises dans le cadre des BRICS. Déjà, ce qui a été intéressant dans la création des BRICS, ça a été le retour à ce qu'on a appelé l'esprit de Bandung, c'est-à-dire les pays non alignés, en fait, qui s'étaient battus à l'époque et qui a recréé justement avec un pays d'Amérique latine, un pays d'Afrique, un pays, l'Inde, les plus grands pays comme la Russie, la Chine et l'Inde. Donc, ça a recréé un dialogue, si vous voulez, qui a été très, très important, avec aussi la création de la Banque des BRICS, des nouvelles institutions qui ont contrecarré, si vous voulez, les institutions financières hégémoniques qui étaient la Banque mondiale et le FMI. Donc ça a ouvert une porte justement vers cette multipolarité avec un axe de développement, on va dire, plutôt sud-sud. Après, moi, je suis assez optimiste et je vais prendre un seul exemple qui vient de sortir. Vous savez que dans mon livre, j'ai écrit une partie consacrée au développement des technologies et des sciences spatiales pour le continent africain, puisqu'il y a maintenant plus d'une dizaine de pays qui ont lancé leurs propres satellites, formé des jeunes, créé des écoles de sciences et de technologie. Et je pense que ça, c'est vraiment justement l'Afrique du futur va se développer vers cette économie réelle et physique, sortir justement des années de non-développement. Et par exemple, il y a 3 semaines, toutes les agences spatiales des BRICS donc se sont réunies. Il y aura une grande conférence, bon, ça c'est déjà annoncé, hein, le 9 septembre prochain, où justement l'Agence spatiale d'Afrique du Sud, de Russie, de Chine, d'Inde et du Brésil vont se réunir donc pour lancer une coopération entre toutes les agences spatiales de ces pays et créer une constellation de satellites de télédétection, en fait, hein, c'est-à-dire de se libérer aussi de la dépendance que certains pays peuvent avoir de l'extérieur pour pouvoir régler des problèmes tels que la sécurité alimentaire, l'agriculture, les questions climatiques, la recherche et le développement, la gestion des catastrophes naturelles. Je pense que ça, c'est le genre d'initiative que prennent actuellement les BRICS, qui est vraiment orienté vers l'idée d'avoir une Afrique, hein, puisque ça concerne l'Afrique, mais surtout d'avoir tous ces pays-là, si vous voulez, et une vraie économie physique, c'est-à-dire un vrai développement dans les technologies du spatial. On sait, avec le rapport qui est sorti entre la Chine et la Russie dernièrement, ce rapport sur comment la Chine et la Russie vont participer à l'émergence du continent africain. Donc la Russie plutôt sur le plan militaire et nucléaire. Donc il y a eu beaucoup d'accords dans le nucléaire civil qui ont été signés dans ce cadre-là. Là, on a cet accord sur justement les technologies scientifiques, en particulier du spatial, qui seront très utiles dans plein de domaines pour lutter même contre l'orpaillage clandestin. Certains pays utilisent déjà des satellites, le Nigeria, pour ces choses-là. Donc on a cette initiative des BRICS qui tend, et ça, nous, on le soutient totalement, vers justement un développement de l'économie réelle, vers un développement des sciences et des technologies, vers un développement des qualifications des Africains dans ces domaines-là, et ça ne peut être que bénéfique à moyen terme et surtout à long terme. Merci Sébastien. Je poursuis avec vous, Michael Eggerhoff. On sait que la Russie et la Chine également s'imposent de plus en plus sur le continent noir, l'Afrique. Il y a plusieurs sommets, sommet Russie-Afrique, il y a sommet Chine-Afrique, mais de l'autre côté, il y a également le BRICS. Déjà, est-ce qu'il n'y a pas conflit d'intérêts? Et aussi, est-ce que ce positionnement intervient, du moins ce positionnement bénéficie de l'impulsion aussi de ce regroupement, c'est-à-dire du BRICS, ou alors est-ce que c'est aussi la résilience, du moins le travail de des efforts de ces États-là sur le plan, on va dire, individuel? Vous savez, Manuela, je pense que c'est les deux. C'est-à-dire que dans le cas de la Russie et de la Chine, la vision très proche, qui est d'actualité depuis déjà un bon nombre d'années sur beaucoup de questions l'actualité internationale, ça a aussi beaucoup contribué. Mais il est indéniable aussi que la création des BRICS, mais aussi d'une autre grande organisation comme l'Organisation de coopération de Shanghai, l'OSS, dans laquelle la Russie et la Chine également sont présentes et jouent un rôle majeur, évidemment, tous
processus ont beaucoup contribué à ce qu'il y ait une interaction de plus en plus poussée et dans laquelle les deux pays interagissent de façon très active. Et l'Afrique, aujourd'hui, ça devient le cas. Il faut quand même noter que dans le cas de la Chine, l'interaction très importante avec le continent africain, avec les pays du continent africain, ça a déjà commencé depuis le début des années 2000. Enfin, ça a commencé bien avant, mais c'est surtout à partir du début des années 2000 qu'on a vu un véritable développement, un envol, si on veut, dans cette direction, avec le résultat que l'on connaît, sachant qu'aujourd'hui, tout simplement, la Chine est le premier partenaire économico-commercial des pays africains en qualité d'État, en tant que pays. Voilà, c'est bien le préciser. Alors, dans le cas de la Russie était très présente à l'époque soviétique, à l'époque de la guerre froide. Je veux dire, la Russie avait beaucoup de positions sur le continent africain. L'URSS, la Russie soviétique, a beaucoup contribué à la libération nationale des peuples africains durant la phase de la décolonisation et même la phase qui a suivi cette grande partie des décolonisations, parce que ça ne s'est pas seulement arrêté en 1960, mais ça s'est poursuivi en 75, en 80, avec l'Angola, avec le Mozambique, avec le soutien à l'ANC en Afrique du Sud, avec le soutien à la SWAPO en Namibie, et ainsi de suite. Mais après, effectivement, et ça on revient au sujet qu'on avait déjà abordé précédemment, c'est-à-dire à la chute de l'URSS, beaucoup de ces positions ont été perdues, mais effectivement, depuis ces dernières années, on assiste à un renouveau relationnel entre la Russie et l'Afrique, qui concerne aussi bien les pays qui étaient des alliés donc de l'URSS, avec lesquels il y a eu un renouveau et une réactivation, si on peut dire ainsi, des relations, et l'apparition de nouveaux partenaires avec lesquels il n'y avait pas des liens très forts, peut-être à l'époque, courant XXe siècle, notamment la République centrafricaine, qui est souvent mentionnée, même si ce n'est pas le seul exemple. Les exemples sont nombreux. Il y a aussi le Burundi, il y a la Guinée équatoriale, il y a plusieurs autres pays avec lesquels aujourd'hui l'interaction est en train de grandir. Mais en tout cas, oui, il y a l'autre aspect aujourd'hui qui fait très peur justement à l'establishment occidental, c'est qu'au départ, quand la Russie a commencé à reprendre pied, si on peut dire ainsi, en Afrique, certains analystes voulaient dire que oui, c'est-à-dire que là, du moment que la Russie commencera à créer de la concurrence à la Chine, c'est là que les relations vont commencer un petit peu à se gâcher. Et aujourd'hui, on voit bien que cela n'arrive pas, et au contraire, il y a récemment... il y a eu une rencontre entre les experts russes et chinois qui s'était organisée. D'ailleurs, M. Perimoni, on avait fait un écho, l'Institut Schiller en avait parlé, et moi j'avais justement repris les informations avec cette publication, j'avais fait un article là-dessus. C'est qu'aujourd'hui, il y a des experts russes et chinois qui se rencontrent pour parler de comment ils peuvent se compléter sur le continent africain, travailler ensemble. C'est-à-dire non pas dans un esprit purement de concurrence, même s'il peut y avoir aussi une certaine concurrence, parce que par exemple, s'il y a une entreprise russe et chinoise qui propose le même type de service, oui, il peut y avoir une concurrence. Mais de façon générale, il faut quand même comprendre une chose, c'est que les sphères de savoir-faire russe et chinois en Afrique sont quand même un peu différentes. C'est d'ailleurs, M. Perimoni l'a bien fait de le dire, il est vrai que le savoir-faire chinois, les domaines dans lesquels la Chine est très présente en Afrique, ce n'est pas forcément les domaines dans lesquels la Russie est aujourd'hui forte. Et au contraire, vice-versa, les domaines dans lesquels la Russie peut proposer un véritable partenariat intéressant pour ses partenaires africains, pour ses amis africains, ce n'est pas forcément des domaines où la Chine excelle. Donc vous voyez, véritablement, aujourd'hui, on arrive à une sorte de complémentarité chino-russe sur le continent africain. C'est quelque chose de très intéressant. Et vu la réaction que ça suscite au niveau de certains experts occidentaux, je pense que ça confirme la bonne direction de cette voie. Et encore une fois, le plus important, c'est qu'au-delà de cette interaction sino-russe, du moment qu'elle est appréciée et voulue par les Africains, par les peuples africains, dans le strict respect de leur souveraineté, de la vision panafricaniste, je pense que c'est là qu'on pourra effectivement bâtir quelque chose d'intéressant pour toutes les parties, et c'est là qu'on pourra effectivement parler, non pas dans les mots, mais dans les faits, d'un partenariat gagnant-gagnant. Voilà. Merci à vous. Partenariat gagnant-gagnant. Gamal Abina, est-ce que vous pensez que c'est possible justement au sein, du moins à partir du BRICS, qui est donc la matérialisation de ce partenariat gagnant-gagnant avec l'Afrique? Tout à fait. Je vais aller encore plus loin que ce qui est dit là. Oui. Je rappelle à titre indicatif que les BRICS sont des pays qui n'ont jamais été des colons. C'est-à-dire qu'ils ont un passé, ils ont été colonisés, comme la Chine par exemple, qui a subi, par les terreurs de l'opium, la destruction par l'Angleterre de son territoire. Mais ces pays n'ont pas été des colons. Donc ils n'ont pas une mentalité, ce que disent très bien les Chinois, de néocolonialistes. C'est ce que disent les Occidentaux pour disqualifier la Chine, par exemple, aujourd'hui la Russie. Deuxième chose qui est rassurant, et vous avez bien fait de le rappeler à l'instant,
c'est qu'effectivement, pour une fois, les Chinois et les Russes ne sont pas en concurrence. On n'est plus sous l'ère de Brejnev, ou je ne sais quel autre président qui précédait l'URSS, où il y avait cette concurrence sino-russe sur tous les territoires et sur l'idéologie. Maintenant, ils sont en complémentarité, ils ne sont plus en concurrence. Ils ont su intelligemment comprendre que leur adversaire, qui a essayé de les détruire tour à tour en 89, étaient les Américains, les Occidentaux en général, mais surtout les Américains. Et ils comprennent aussi que le gâteau africain, qui est quand même, je le rappelle encore une fois, le plus grand continent de la Terre, c'est pas rien l'Afrique, qui détient toutes les plus grandes ressources au monde, des terres rares dont on a besoin absolument aujourd'hui, les ressources minières, pétrolières, gazières, du bois, du charbon, tout ce que vous voulez. L'Afrique est un immense potentiel de ressources qui a toujours été exploité dans le but d'enrichir l'Occident. Je rappelle encore une fois, moi je suis d'origine algérienne, donc que rien que pour l'Algérie, le colon qui vient d'Algérie, qui était, je le dis aujourd'hui de façon très claire, était un feignant, ne travaillait pas. On oublie toujours que le colon n'est pas un travailleur. C'est un feignant qui exploite des esclaves. Les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, toute l'Afrique ont été réduites à l'esclavage pour servir leurs intérêts et uniquement leurs intérêts. Ils n'ont pas apporté le bien-être. Les Russes, par exemple, dans la collaboration avec les Africains, ont apporté de l'éducation et ont apporté un soutien. On va prendre l'exemple très concret de l'Égypte, par exemple, à l'époque de Nasser. Il a demandé le soutien américain pour construire son haut barrage d'Assouan. Il a été refusé par les Américains et c'est les Russes qui sont revenus à son concours. Ensuite, les Arabes ont été aidés par rapport à la guerre israélo-palestinienne, israélo-arabe plutôt, pour faire face. Ils avaient des armes russes. L'Algérie aujourd'hui s'équipe essentiellement par la Russie. Et la Chine apporte son expertise dans le domaine de la construction, du savoir-faire et de la technologie. Donc toutes ces complémentarités existent, effectivement. Ces complémentarités sont nécessaires pour se libérer, pour s'émanciper de cette aliénation occidentale qui nous a toujours écrasés. Et il est vrai aussi que ce sont des pays, c'est un rapport sud-sud. On peut classer aussi la Russie comme étant du Sud. C'est-à-dire que c'est des rapports qui sont beaucoup plus sains. Il y a des rapports d'intérêt, évidemment, mais il y a aussi des rapports de co-développement qui existent et qui sont visibles depuis 20 ans avec la Chine en particulier. Quand la Chine, par exemple, va construire une route au Cameroun, elle y propose en plus en cadeau un hôpital. Ça, on l'oublie. Quand la France va construire une route qui coûte 3 fois plus cher, une petite route en plus au Cameroun, ça coûte très cher et il n'y apporte rien. Il n'y a pas du tout d'échange, il n'y a pas de transfert de technologie, de compétences et de volonté de développement. Donc, il est vrai, effectivement, que le fait que les BRICS s'intéressent à l'Afrique est nécessaire, à mon sens, parce il y a un des intervenants qui l'a dit tout à l'heure, on n'a pas des pays en voie de développement, on a des pays à qui on a arrêté le développement. C'était stopper le développement. Aujourd'hui, ces pays sont en croissance depuis à peu près une vingtaine d'années, et cette croissance, elle est intimement liée aux investissements chinois, russes, brésiliens, enfin aux investissements étrangers qui ne sont pas les Français, Anglais et Américains. Donc c'est vrai que c'est une très bonne chose, et je pense qu'effectivement, on peut espérer une sortie de crise de l'Afrique, qui est en train de croître actuellement, et un développement enfin qui soit acquis. Merci Gamal Abina. Luc Michel, on poursuit sur la question avec vous. Lorsqu'on parle du BRICS, on parle justement aujourd'hui d'un partenariat qui serait très efficace pour justement contrer l'hégémonie de l'Occident sur l'Afrique. Alors, est-ce que le BRICS justement est à même de contrer cette hégémonie-là occidentale sur le continent africain? Je ne partage pas l'enthousiasme et aucune des analyses que je viens d'entendre. Il faut se rappeler que la collaboration entre la Chine et la Russie, elle s'inscrit dans le cadre de l'Organisation de coopération de Shanghai. Les BRICS, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble artificiel. On a réuni un certain nombre d'économies émergentes. C'est la banque Goldman Sachs américaine qui les a créées. Mais la géopolitique, elle démontre que la géoéconomie n'explique pas le monde actuel. Qu'est-ce que c'est les BRICS? C'est un ensemble artificiel où 3 États des BRICS sont liés militairement et stratégiquement à l'Occident. Il y a tout d'abord l'Inde qui affronte la Chine pour le contrôle de l'océan Indien, qui est l'allié militaire des États-Unis, de la France. Il y a Macron qui est allé il y a 2 ans là-bas, et surtout d'Israël. Deuxièmement, le Brésil. Le Brésil a été réorienté par Bolsonaro dans le cadre d'un partenariat nord-nord interaméricain et plus dans un partenariat sud-sud. Enfin, l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est la porte d'entrée des États-Unis et du monde anglo-saxon en Afrique. Les Américains ont d'ailleurs un grand projet, c'est d'angliciser toute l'Afrique du Sud jusqu'au Grand Lac et d'orienter au XXIe siècle cette partie de l'Afrique séparée du reste de l'Afrique vers la géopolitique des États américains et plus du tout vers la géopolitique africaine. Donc moi je dis qu'il n'y a pas grand-chose à attendre des BRICS. Lorsque les BRICS, certains pays, ont un partenariat qui favorise l'Afrique,
c'est dans le cadre non pas des BRICS, mais des intérêts nationaux économiques égoïstes. Par exemple, les Brésiliens dans l'industrie agroalimentaire au Congo-Brazzaville. Donc, il ne faut rien attendre des BRICS. C'est le cheval de Troie des Occidentaux au sein de l'Organisation de coopération de Shanghai. Merci à vous, Luc Michel. Eh bien, on fait le tour pour sortir justement sur cette question, votre intervention qui relance bien sûr le débat. Et voilà, l'unique question peut-être pour sortir, est-ce qu'il faut peut-être faire confiance aux BRICS? Doit-on rester enthousiaste? Doit-on se méfier justement de ce groupe? Rappelons que l'Afrique du Sud également fait partie de ce groupe des 5 de ces États. Alors, avec vous, peut-être Sébastien Périmoni, à la lecture, justement, après la lecture de Luc Michel, il faut se méfier justement des pays du BRICS parce qu'il a expliqué un certain nombre d'enjeux justement, qui pourrait expliquer que l'Afrique ne devrait pas être très enthousiaste face à ce partenariat. Oui, bah, moi, c'est clair que je ne partage pas du tout l'analyse qui a été faite par Monsieur Luc Michel. Voilà, moi, je pense que les BRICS, en effet, à la base, il est vrai que c'était un projet plutôt occidental. Je pense que quand même, ce qu'on fait derrière la Russie et la Chine pour réorienter justement les BRICS vers cette coopération sud-sud, vers la création de banques d'investissement, ce pas des banques d'investissement qui ont été créées par Goldman Sachs. Donc, c'est des banques d'investissement qui ont été créées justement par l'association des BRICS, qui a donné aussi naissance à la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures. Et donc, qu'aujourd'hui, ça a un effet bénéfique. Mais en effet, tout dépend. C'est sûr que les BRICS, dans la vision de Bolsonaro, c'est pas tout à fait la même chose que les BRICS dans la vision du président précédent, Lula. Donc, si vous voulez, ça dépend aussi des interactions qui ont lieu à l'intérieur de ces BRICS. Donc, en effet, les États-Unis ont poussé Bolsonaro au pouvoir, ont essayé de changer les régimes en Argentine, en toute l'Amérique latine et en Afrique, d'ailleurs, partout pour que ça les arrange, et essayent de faire capoter cette dynamique. Après, là où c'est aussi un autre point important, je pense, dans l'association des BRICS, c'est que là où, comme on l'a dit, M. Abinal l'a très bien dit sur cette complémentarité qui a lieu maintenant entre la Russie et la Chine, et M. Gamandi aussi, c'est que là, la Chine et la Russie sont avec l'Inde. Et en effet, la France, l'Occident essaye de jouer l'Inde contre la Chine, contre la Russie. Et je pense que cet espace de coopération, et je parlais de cette réunion qui aura lieu le 9 septembre, justement cet espace de coopération pour le développement réel, c'est-à-dire des applications spatiales, comme je l'ai mentionné, permet aussi de rassembler l'Inde, la Chine et la Russie dans le cadre de ce type de partenariat et qui va à l'encontre justement de la volonté constante de l'Occident de diviser tous ces pays. Hein. Ce que disait Michael, on a essayé de diviser la Russie et la Chine pendant des années et des années. Aujourd'hui, c'est terminé. Et moi, mon pari, et c'est le pari que pousse notre institut en soutenant l'initiative des BRICS, c'est que justement la Chine, la Russie, l'Inde puissent se rapprocher de cette vision d'un développement et d'un partenariat gagnant-gagnant avec l'Afrique, sans tomber justement dans la géopolitique de la division. Et je pense que l'Organisation pour la coopération de Shanghai, je pense que la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, l'Organisation des BRICS, dans la vision de la Chine et de la Russie particulièrement, est un levier justement pour contrecarrer justement cette division du monde en chapelles britanniques, en chapelles américaines ou en chapelles indiennes, vous voyez. Donc moi, je pense que cette initiative, elle a ses défauts, mais je pense qu'elle est structurellement, potentiellement fondamentale pour l'avenir du monde. Merci Sébastien Périmoni. Gamal Abina, toujours, je poursuis avec vous sur la même lancée. Hein. Après les analyses de Luc Michel, il ne faudrait peut-être pas être aussi optimiste face à ce partenariat. Je vais encore plus pousser le bouchon. Non seulement je suis optimiste, mais je pense que Luc Michel, qui ne se trompe pas sur les influences qui existent, mais deux choses en dernier lieu. Ce n'est pas parce que les Américains ou une organisation quelconque, un think tank, va nommer des gens que ça leur donne le contrôle sur ces gens. On parle quand même de 2,5 milliards de personnes en termes numériques que représentent les BRICS. C'est pas rien. On parle surtout de la Chine et de l'Inde, de la Chine, excusez-moi, et de la Russie, qui sont de vrais ennemis déclarés depuis toujours des États-Unis. Il y a eu une petite période de guerre froide qui s'est calmée, mais c'est reparti. On parle d'une guerre économique. On ne se fait pas de cadeau en économie. Ce n'est pas un marché qu'on va prendre par la force
par la conviction et par des rapports de séduction. Donc les États-Unis qui sont en recul partout, qui ont peur de voir aujourd'hui, la vraie question qui se pose pour les États-Unis, est-ce que le dollar va être impacté? Est-ce qu'on va enfin en finir avec cette monnaie de singe? C'est ça la question qui se pose. Et les Chinois, ils pensent à faire un yuan qui serait, par exemple, adossé à des crypto-monnaies ou à du pétrole. Mais surtout, il ne faut pas perdre de vue, c'est pas parce que Bolsonaro, cet extrémiste de droite qui est au pouvoir depuis peu finalement au Brésil, est aux commandes que Bolsonaro, c'est le Brésil. Bolsonaro, c'est un Brésil finissant. On avait Lula avant qui était très tiers-mondiste. On a surtout aujourd'hui les Chinois et les Russes qui sont totalement opposés. On a les Indiens qui iront au gré de leurs intérêts, c'est vrai, mais on a surtout les Sud-Africains. Et là, je ne suis pas du tout d'accord avec l'analyse produite par notre ami Luc Michel. C'est pas parce que les Sud-Africains parlent anglais qu'ils sont sous nécessairement l'influence du Commonwealth anglais ou des États-Unis. Ils ont des intérêts partagés, c'est vrai, mais il y a surtout l'idée de se dire que l'Afrique du Sud a subi, et je parle des Noirs africains, je ne parle pas des Blancs, a subi un racisme violent qui a duré quand même très longtemps, des décennies entières, dans des conditions atroces, et qu'aujourd'hui l'Afrique du Sud, je le rappelle à nouveau aussi pour M. Michel, est le pire ennemi d'Israël quasiment, avec l'Algérie sur le continent africain, c'est eux qui ont fait une fronde, on en parlera tout à l'heure. Donc on ne peut pas dire que l'Afrique du Sud soit alignée sur les thèses américaines. Puis encore une fois, quand on voit par exemple que le Rwanda appartient au Commonwealth, c'est pas parce qu'il aime les Anglais, c'est parce qu'il déteste les francophones. Et parce qu'il s'est dit finalement, le modèle français, ça ne nous a pas apporté de développement, on va tenter l'alliance avec ce fameux Commonwealth qui est un marché commun anglais, qui était une décolonisation un peu plus douce et surtout avec un néocolonialisme qui est beaucoup moins violent que celui des Français, qui lui n'est là que pour piller les richesses. Donc non, je pense qu'effectivement cette initiative a de beaux jours devant elle. Je pense qu'il faut se méfier évidemment, on va dire on signe pas un chèque en blanc, mais que depuis 20 ans, je parlais beaucoup des Chinois et des Russes tout à l'heure, c'est quand même un exemple évident, depuis 20 ans, ces gens ont démontré qu'ils étaient là pour un co-développement, qu'ils étaient là pour apporter quelque chose en plus de prendre de la richesse. Chacun y voit ses intérêts, mais au moins dans la stratégie sino-russe, à tout le moins sino-russe, on se rend bien compte qu'il y a quand même des choses positives qui sont arrivées en Afrique, ce qui n'était pas le cas avec les Occidentaux pendant 100 ans. Merci Gamal Abina. Michael Garmondi, votre avis sur la question, on peut sortir aussi avec vous. Je partage les analyses de M. Périmoni et de M. Abina pour plusieurs raisons. Tout d'abord, en ce qui concerne l'Inde, il faudrait quand même rappeler, et là on ne parle plus seulement d'économie, on parle aussi de relations stratégiques. L'Inde fait partie des principaux partenaires de la Russie dans la sphère militaro-sécuritaire avec la Chine et l'Algérie, au niveau mondial. Et ça, c'est quelque chose qui date depuis plusieurs dizaines d'années et personne n'a pu jusqu'à maintenant bousculer ça. Oui, les Français et les Américains essayent de prendre des parts de marché dans le domaine de la défense sur le marché indien. Ils ont réussi à le prendre quelque part, mais cela n'a pas nui grandement à l'interaction très importante sur le plan militaire qui existe entre la Russie et l'Inde. D'ailleurs, pour vous dire, il y a des missiles qui s'appellent Brahmos qui sont produits conjointement par la Russie et l'Inde. C'est très important. Un autre exemple, c'est qu'il y a quelques années, lorsque l'Inde a décidé d'acquérir les systèmes antimissiles DS-400 à la Russie, au même titre que la Chine, les Américains ont menacé l'Inde de sanctions. D'ailleurs, parce qu'en général, aujourd'hui, tous ceux qui achètent de l'armement à la Russie, les Américains les menacent de sanctions. Et ça n'a pas fait fléchir l'Inde. Elle a fait ce qu'elle avait à faire et elle a maintenu le cadre stratégique dans le domaine militaro-sécuritaire avec la Russie. Bolsonaro, effectivement, ça c'est un petit peu l'exception à la règle. Je suis entièrement d'accord. C'est sûr que ce n'est pas Lula, ce n'est pas Dilma Rousseff, mais le Brésil, je veux dire, ce n'est qu'un des membres des BRICS. Et comme l'a bien dit M. Abina, Bolsonaro ne représente pas tout le Brésil. Surtout, voilà, moi, je connais bien le Brésil, j'ai beaucoup d'amis là-bas et je connais un petit peu les opinions qui sont en train d'y régner actuellement. Même s'il faut pas, ça ne veut pas dire que les forces progressistes vont certainement revenir au pouvoir, mais en tout cas, il y a des chances sérieuses que cela arrive. Enfin, effectivement, en ce qui concerne l'Afrique du Sud, M. Abina l'a bien rappelé, et je voulais justement aussi faire ce rappel, c'est un des pays africains, au même titre que l'Algérie, qui est opposé à une quelconque normalisation avec l'État sioniste sur le continent africain. C'est une position constante qui n'a pas changé. L'Afrique du Sud, lorsqu'elle était membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, l'Afrique du Sud a soutenu les positions russes et chinoises sur la Syrie, sur d'autres dossiers internationaux, en opposition au bloc occidental. Donc, s'il y a bien des forces néocoloniales qui sont actives en Afrique du Sud, ça c'est indéniable. J'ai été en Afrique du Sud, je sais de quoi je parle. Mais le fait est que le noyau dur de l'ANC, les forces révolutionnaires du parti au pouvoir, reste très tourné vers la Chine et la Russie. C'est historique et personne ne peut changer ça, malgré toutes les tentatives anglo-saxonnes de vouloir nuire à cela. Donc voilà. Donc moi, voilà mon avis sur l'avenir des BRICS. Je reste fermement optimiste sur la suite. Et encore une fois, ce n'est pas un pays ou quelques éléments qui puissent changer radicalement la donne, à condition de poursuivre dans la direction qui a été choisie.
Michael Garmondi. Luc Michel, on sort avec vous sur cette question. Moi, je ne change pas d'avis. Je pense que mes collègues confondent justement l'Organisation de coopération de Shanghai qui structure la relation russo-chinoise avec les BRICS. L'Inde, elle a fait en 2019, lors de la visite de Macron en Inde, elle a fait des accords militaires qui ouvrent toutes les bases militaires françaises dans l'océan Indien, la marine de guerre indienne, qui est engagée dans une lutte sans merci pour le contrôle de l'océan Indien. L'Afrique du Sud, moi je l'ai vécu de l'intérieur. Lorsque Kadhafi essayait de lancer l'Union africaine autour d'un nationalisme économique africain, immédiatement l'Afrique du Sud, qui est libérale d'idéologie, elle a lancé notamment le NEPAD qui visait à combattre Kadhafi. Je n'attends rien des BRICS, j'attends tout de la Russie et de la Chine, mais il ne faut pas confondre les uns et les autres. Une fois de plus, le 21e siècle, il s'explique par la géopolitique et pas par l'économie politique. Je rappellerai quand même quelque chose, c'est qu'avoir des relations économiques, ça n'empêche pas de se faire la guerre. Le principal partenaire économique en août 1914 de la France, c'était l'Allemagne. Elles se sont impitoyablement détruites pendant 4 années. Merci à vous, Luc Michel.